Des élections, mais on ne m'imposera pas de conditions. Le maire de Naplouse assassiné en Cisjordanie, un attentat revendiqué par le groupe Abou Nidal et par le FPLP de Georges Habash. Une enquête difficile pour la police suédoise après le meurtre d'Olof Palme. Les enquêteurs ne disposent pour l'instant que de la balle qui a tué le Premier ministre. Sean Kelly, vainqueur du prologue du Paris-Nice. Le détail et les images de l'actualité sportive de ce week-end dans Stade 2, deuxième. Madame, Monsieur, bonsoir. L'information saillante de ce dimanche, c'est bien sûr l'intervention du chef de l'État il y a quelques instants sur TF1. Une intervention qui était la dernière, a indiqué M. Mitterrand. Je ne parlerai plus d'ici le 16 mars, a-t-il précisé. Et il a justifié sa prestation d'aujourd'hui en rappelant qu'il soutenait la majorité sortante. J'entends bien soutenir la majorité sortante. Ouais. Elle a bien travaillé, elle a redressé le pays, elle a été courageuse, elle a élargi le champ des libertés, elle a vraiment créé un réveil culturel formidable, elle a modernisé ou commencé de le faire, elle a commencé une sérieuse formation des hommes, des femmes, pour les métiers nouveaux. Oui. Eh bien moi j'estime que c'est mon devoir que d'être auprès de cette majorité pour dire ne soyez pas français, ne soyez pas injustes avec elle. Oui, deuxième thème évoqué par le chef de l'État qui vient tout juste de terminer son intervention. Deuxième thème, donc celui du lendemain de l'élection avec ce message, quel que soit le résultat du scrutin, j'assumerai mon mandat, mais on ne m'imposera pas de conditions. Monsieur Mitterrand. J'assume mes responsabilités et je les assumerai quelle que soit la majorité politique et quels que soient les événements. Bref, je remplis mon mandat. Alors, à partir de là, qu'est-ce qu'on peut me reprocher? Qu'est-ce qu'on peut me dire? Je fais ce que je dois. Mais je dois ajouter, quelle que soit la majorité, si c'est la majorité actuelle, bon, ce sera naturellement non pas facile, c'est pas facile de gouverner, mais il y aura harmonie. Si c'est une majorité de combat, et particulièrement de combat contre le président de la République, alors il y aura naturellement une sorte de désordre, une très grande difficulté. Les Français qui veulent qu'il y ait une certaine concorde, qu'il y ait un certain accord, une certaine harmonie pour conduire les affaires de la France, nous aurons une période difficile. Et je compte bien, et c'est normal, que soient respectées les compétences qui sont les miennes. Oui, puis un autre sujet abordé par M. Mitterrand, le choix du Premier ministre au lendemain des élections. Il sera issu de la nouvelle majorité, a-t-il expliqué, mais il faut que cette majorité soit claire. Je crois que mon devoir, c'est de tenir compte de la volonté populaire. Si les électeurs ont désigné une majorité claire dont les contours seront précis, mon devoir est de chercher ou de désigner comme Premier ministre une personnalité sortant de ce milieu. Oui, il devra tenir compte aussi, le président de la République, des conditions de certains pour éventuellement être à vos côtés. Non. Comment non? On ne pose pas de conditions au président de la République. Bien, Paul Amar, un commentaire très à chaud, vous terminez tout juste votre papier. Monsieur Mitterrand vient tout juste de terminer lui aussi. Alors rapidement, qu'est-ce qu'il faut en penser? Alors très rapidement, l'attitude de François Mitterrand a le mérite d'être claire au moins jusqu'au 16 mars. Il appelle, et on l'a entendu, les Français à voter pour la majorité de progrès, c'est-à-dire pour les socialistes, il n'a pas mis le drapeau dans sa poche. C'est encore plus clair qu'au Grand Quevilly et à Lille. Et il prévient les Français contre le danger de désordre s'ils votent autrement. Nouvelle version de Moi ou le chaos, avec François Mitterrand, c'est Moi ou la pagaille. Il tiendra compte du résultat. S'il y a une majorité claire et si l'opposition gagne, par exemple, eh bien le Premier ministre sortira de ses rangs, c'est clair. C'est une précision importante que François Mitterrand n'avait pas donnée à Grand Quevilly, à Lille ou à Nevers, mais pour le reste. Autrement dit, pour l'après 16 mars, mystère et suspense. La seule certitude que l'on possède, c'est que le président restera, je ne dis pas jusqu'en 88, mais restera après le 16 mars, quel que soit le résultat, on le savait déjà. Il ne dit pas pour autant ce qu'il fera, comment il se comportera. Il veut garder ce que Georges Pompidou appelait lui-même l'effet de surprise. C'est une attitude qui n'est pas surprenante. François Mitterrand se comporte comme tous ses prédécesseurs, comme le général de Gaulle, comme Georges Pompidou et comme Valéry Giscard d'Estaing, qui s'étaient engagés avant une élection législative importante. Mais, et c'est peut-être là la différence, ces trois prédécesseurs avaient eu la chance de gagner. Leur majorité avait gagné. La différence avec ce qui s'est passé sous la 5e, c'est que l'on assistera peut-être le 16 mars au soir à une situation tout à fait nouvelle, tout à fait inédite. Il est possible et même probable, si l'on en croit les sondages, que l'opposition gagne.
cette situation, François Mitterrand s'y prépare manifestement. Nous avons une idée précise ce soir sur son état d'esprit qui est très combatif. Il est prêt manifestement à affronter une cohabitation difficile. Il n'exclut pas l'épreuve de force. Il ne la craint pas, semble-t-il. C'est un message qui est destiné aux chefs de l'opposition, notamment à Jacques Chirac et à Valéry Giscard d'Estaing, qui ont posé la semaine dernière leurs conditions. Je ne serai pas, a-t-il dit, vient-il de dire, un président au rabais. Ça risque de tanguer après le 16 mars. Chef de l'État qui vient donc tout juste de terminer sur TF1 les réactions des principaux responsables politiques dans le courant de ce journal. Ils sont comme nous, ils viennent tout juste de découvrir les propos de M. Mitterrand et nos reporters sont auprès d'eux pour les interroger, pour avoir donc leur réaction. Ce sera dans le courant de ce journal. Mais d'abord, eh bien, la politique étrangère, avant de revenir donc sur ces réactions, avec d'abord 2 revendications pour un assassinat. Le groupe Abou Nidal et le FPLP revendiquent l'attentat contre le maire palestinien de Naplouse, en Cisjordanie. Il était abattu alors qu'il s'apprêtait à rejoindre son bureau. Zafer El-Masri était la seule personnalité palestinienne nommée par les autorités israéliennes à la tête d'une ville, en Cisjordanie justement. C'était un Palestinien modéré et sa nomination avait été tacitement approuvée par l'OLP de Yasser Arafat, mais aussi par la Jordanie. Charles Anderlin. 8h15 ce matin, Zafer El-Masri, le maire de Naplouse, arrive à sa mairie. Un homme l'attendait, il lui tire 3 balles dans le dos. El-Masri meurt à l'hôpital 10 minutes plus tard. L'assassin a pris la fuite. L'armée israélienne déclenche immédiatement une vaste chasse à l'homme. La ville est quadrillée, le couvre-feu est mis en place. De nombreux suspects sont appréhendés pour interrogatoire, mais le meurtrier court toujours. Zafer El-Masri était un symbole. Il avait été nommé par les Israéliens maire de Naplouse il y a 2 mois à la place d'un officier de l'administration militaire. Modéré, il avait reçu la bénédiction de la Jordanie et l'accord de l'OLP. Les Israéliens espéraient qu'avec des hommes comme lui, ils pourraient mettre en place progressivement une autonomie administrative en Cisjordanie et à Gaza. Le chef d'état-major, le général Lévy, affirme que cet assassinat est avant tout un coup dur pour les Palestiniens qui avaient commencé à s'administrer eux-mêmes. Le conseil municipal a déjà nommé l'adjoint d'Al-Masri, Hafez Toukan, à la tête de la mairie. Les édiles de Naplouse espèrent que l'armée israélienne capturera rapidement l'assassin. Car c'est l'équilibre politique de la Cisjordanie qui est en jeu. Elias Frej, le maire de Bethléem, qui est aussi menacé par les organisations palestiniennes extrémistes, a lancé un appel aux Palestiniens modérés pour qu'ils prennent leurs responsabilités et participent au processus de paix. Une prise de position qui ne peut que satisfaire le gouvernement israélien. La police suédoise court toujours après l'assassin d'Olof Palme. Elle ne dispose ce soir que de fort peu d'indices et il lui faudra attendre les révélations de Madame Palme, elle-même blessée dans l'attentat, pour tenter d'établir le portrait robot de l'assassin. Pourtant ce soir elle dispose d'un indice peut-être non négligeable, la balle qui a tué Olof Palme. Le point Stockholm maintenant avec nos envoyés spéciaux Jean-Marc Ilouz et Claude Sicard. Une veillée bien symbolique, mais c'est par famille entière que les habitants de Stockholm, 8 000, 10 000 peut-être, ont tenu à témoigner hier soir de leur douleur. Un hommage adressé autant au chef qu'à l'adversaire politique, autant à l'homme d'État qu'au simple citoyen, celui que l'on pouvait croiser sans surprise dans la rue ou à la sortie d'un cinéma, un proche. Exceptionnel recueillement aussi ce matin à la grande cathédrale de Stockholm, pour cette première grand-messe depuis l'assassinat toujours inexpliqué du Premier ministre suédois. Mêlés sans distinction dans l'assistance ministres, simples citoyens et amis de la famille Palme, un office sans fastes officiels, mais aussi sans déploiement apparent de forces de sécurité. We are still chasing the murder. Bien Mossad, en revanche, le chef de la police. Bien sûr, on a pu reconstituer l'itinéraire du couple Palmé le soir du drame. C'est sûr, l'assassin les suivait avant même leur entrée au cinéma. Mais c'est tout. Le témoignage de Madame Palme était finalement bien fragile. Et, en l'absence d'explication de mobile claire, le commissaire Hans Homer ne semble pour l'instant compter que sur la balistique. Cette balle de 9 mm, celle qui a tué Olof Palme, est donc ce soir le seul véritable indice solide. Solide parce que ce n'est pas du 9 mm classique. Sur sa composition, les précisions données par les policiers suédois sont parfois contradictoires,
Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle ne ressemble à aucun des 100 modèles répertoriés par les experts balistiques de Stockholm. Balles de fabrication artisanale, balles de spécialistes, œuvres de déséquilibrés ou travail de terroristes, autant de questions pressantes à moins de 2 semaines des obsèques nationales d'Olof Palme. Treblinka connaît pas, c'est la défense que semble avoir adoptée John Demjanjuk, accusé d'avoir envoyé des milliers de juifs polonais dans les chambres à gaz du sinistre camp de Treblinka. Il a comparu aujourd'hui pour la première fois depuis son extradition des États-Unis. Il a comparu devant un tribunal de Jérusalem. Il est accusé de crimes contre l'humanité. On lui a lu ce matin les chefs d'accusation qui pourraient lui valoir la peine de mort. Défense de celui qu'on appelait Ivan. Je n'ai jamais été à Treblinka, je n'ai jamais servi les nazis. Les témoignages des survivants du camp sont là, en tout cas, pour prouver le contraire. Les Philippines redeviennent un état de droit. La présidente Corazon Aquino vient de rétablir l'habeas corpus. C'est l'une des règles de base de la justice anglo-saxonne et de la justice dans ce pays, donc aux Philippines. Elle a du même coup supprimé les lois antisédition et promis des mesures contre les responsables de la corruption. Madame Aquino qui s'adressait à une foule d'au moins 1 million de personnes rassemblées pour une messe d'action de grâce sur une place de Manille. Philippe Gassot. L'éminence pourpre de la révolution pacifique, le cardinal Sin, a reçu l'hommage qui lui revient. Sans sa détermination et sa malice, Cory Aquino ne serait pas là. C'est lui qui disait à Philippe Habib, émissaire américain, que pour la maladie appelée Marcos, il fallait un remède de cheval. Ainsi parlait celui qui, en même temps qu'un clin d'œil aujourd'hui, forme le L, signe de la présidente, et fait un triomphe. De son origine chinoise, il a conservé l'humour, son arme favorite. Dans 3 jours, le cardinal sera à Rome. Avant son départ, il a tenu à dire que le danger n'était pas passé. Cory Aquino, face à 1 million de personnes, ou plus, a annoncé la fin des détentions sans jugement et indiqué que les coupables de crimes contre le peuple seraient jugés. Dans le même temps, les premières critiques émanant d'organisations clandestines et communistes s'en prenaient aux piliers de l'ancien régime en place dans le nouveau gouvernement. Du Spruns chez les Reagan. D'un côté, Ronald et Nancy, les parents et accessoirement le président des États-Unis et la première dame du pays. De l'autre, leurs enfants, Ronald Jr. et Patty. Alors tout irait mieux pour le mieux, en tout cas dans la meilleure des Maisons-Blanches, si les 2 rejetons présidentiels n'avaient décidé de jouer les matu-vus. Conséquence, un embarras certain du côté du fameux bureau ovale. À Washington, Jacques Abouchard. Depuis Camp David, sa maison de campagne proche de Washington, un Ronald Reagan d'opérette, avec Nancy assise près de lui, fait quelques recommandations par téléphone à son fils Ronald Jr., resté seul à la Maison-Blanche pendant le week-end. 6 millions de spectateurs ont suivi cette parodie à la télévision avec le propre fils du président dans le rôle vedette. Certains ont crié à la pantalonnade, ce qui paraît audacieux étant donné la tenue vestimentaire du jeune Reagan. Après une carrière laborieuse comme danseur, Ronald Jr., 27 ans, tente une nouvelle percée dans le show business. Le président et Nancy ont avoué leur surprise devant le spectacle, sans autre commentaire. Et sans rancune, semble-t-il. Lors du récent message présidentiel sur l'état de l'Union devant le Congrès, Ronald Jr. et sa sœur Patty Davis étaient présents aux côtés de leur mère. Le jeune Reagan collabore occasionnellement avec Playboy, le magazine du sexe. Ainsi, en 1985, à Moscou, il avait couvert les cérémonies de la Révolution d'octobre en qualité de photographe. À peine remis des polissonneries de Ronald Jr., le président reçoit une nouvelle douche froide avec la publication de ce livre intitulé The Home Front, que l'on pourrait traduire par La vie à la maison. Il est signé de Patty Davis. Le personnage clé est un homme politique aussi ambitieux que vieux jeu, qui devient gouverneur de Californie comme Ronald Reagan, avant d'accéder à la présidence. Patty Davis n'y va pas par 4 chemins. Son ambition est de transformer le lecteur en voyeur, qui observe les faits et gestes de la Maison-Blanche à travers un trou de serrure. Les Reagan sont, dit-on, consternés, et ce n'est pas fini. Patty Davis veut adapter son ouvrage pour une série télévisée où elle jouera son propre rôle.
Voilà, maintenant, stade de deuxième, Gérard Rolls, en attendant donc les réactions politiques, et vous arrivez tout juste sur le plateau, Gérard. Oui, parce que je reçois un télégramme à l'instant avec une excellente performance d'un sabreur français en Coupe du Monde à Hanovre. Le sabreur français Franck Leclerc, 24 ans, a réalisé un grand exploit cet après-midi en s'adjugeant le tournoi de Hanovre, comptant pour la Coupe du Monde après avoir battu le Hongrois Guedovari, 10 touches à 3 en finale. C'est la première fois qu'un sabreur français, dans un tournoi de catégorie A, c'est-à-dire du plus haut niveau, depuis la création de la Coupe du Monde. Donc c'est la première fois qu'un sabreur français obtient une telle victoire. Mais je vous propose, Bernard, de commencer par le championnat de France de cross-country à Angers, dans le Maine-et-Loire, et plus précisément dans le bourbier du parc Pignerol. Victoire chez les femmes de la petite lyonnaise Annette Sergent. Chez les hommes, le titre pour Pierre Lévis. La vertu de Lévis, aujourd'hui, la méchanceté. À l'arrivée, il a avoué « j'ai gagné parce que j'étais méchant ». Les détails avec Patrick Montel. Le tournant de ce 91e national de cross à mi-course, Vatrice maillot orange et Lévis sont seuls en tête. Mais Vatrice chute lourdement sur le parcours boueux et doit laisser partir le tenant du titre, Pierre Lévis. Un Vatrice bien malchanceux dont la puissance avait fait exploser le peloton dès les premiers hectomètres. Seuls Lévis et Paul Arpin vont pouvoir s'accrocher à la foulée de l'ancien élève de Michel Jazzy. Mais très vite, Paul Arpin et Décroché se contentent de la 3e place et Lévis s'impose sans difficulté à 34 ans. Le recordman de France du 10 000 remporte son 4e titre, 2e Vatrice à 24 secondes. Voilà, le ski, la neige, maintenant du ski alpin, puis la vassalopette, la fameuse vassalopette qui est une affaire de pantalon. Oui. Du ski, Bernard, honneur aux dames pour un week-end de première. À Furano au Japon, victoire dans le supergéant féminin de la Canadienne Lisa Savijarvi. C'est une première victoire en Coupe du Monde pour la Canadienne. Et puis chez les hommes, à Gélio, en Norvège, après 2 années d'échecs, l'Autriche retrouve un vainqueur en slalom avec le premier succès du jeune Gunther Madère. Le Français Didier Bouvet est 5e. Et puis donc en ski de fond, c'était aujourd'hui la 62e édition de la Vassalopette, la plus prestigieuse course de ski de fond du monde. 11 000 skieurs, vous voyez là, il y a quelques Français au milieu. 11 000 fondeurs, c'est-à-dire 22 000 paires de skis qui vont glisser tout au long de ce parcours de 85 km situé entre Salén et Mora pour commémorer la longue fuite effectuée en 1532 entre ces deux villes du futur roi de Suède, Gustave Ier, en lutte avec l'occupant danois. Voilà pour l'histoire. Maintenant pour la réalité de cette épreuve d'aujourd'hui. Vous le voyez, 3 Suédois, les 3 combinaisons blanches en tête, et puis un Italien juste derrière. Mais en fait, c'est un Suédois qui va gagner, c'est Ben Axi, les 85 km en 3h48,55, devant un autre Suédois, Anders Blomqvist, et le 3e, c'est un Suédois encore, il s'appelle Hans Persson. Le 4e, c'est Maurizio De Zolt, et c'est un Italien. Et moi je peux vous dire que ça fait mal aux bras, aux jambes et au ventre. Vous êtes spécialiste de ski de fond, c'est vrai. En télégramme avant, la voile, la course autour du monde à la voile, 3e étape, Auckland Punta del Este. En tête pour l'instant le Suisse Pierre Fellman, mais Eric Tabarly se rapproche, il est à 70 000 nautiques. Demain, la flotte passe devant le fameux Cap Horn. Des Français, excellents tireurs. Jean-Michel Weber a gagné le championnat d'Europe de tir à la carabine 10 mètres. Au classement par équipe, la France qui termine en tête bat le record du monde avec 1767 points. Et puis donc, le cyclisme, Paris-Nice, le prologue aujourd'hui entre Bercy et Vincennes. Un Irlandais attaque, Sean Kelly. Et puis les Américains font leur apparition, Jean-Paul Olivier. Parmi les attractions de ce Paris-Nice, les Américains. Voici David Finet, déjà expérimenté. Mais aussi Andrew Amstein, dont Bernard Hinault dit grand bien, car il est très complet, rouleur et sprinter. Et puis, Eric Heiden, 5 fois champion olympique, mais c'était en patinage de vitesse, à Lake Placid. L'Amérique s'est ouverte au vélo de façon prometteuse. Pour l'heure, c'est toujours la vieille Europe qui fait autorité avec Sean Kelly, qui remporte ici le prologue de ce Paris-Nice. Autrement dit, l'Irlandais d'entrée manifeste son intention de remporter l'épreuve pour la 5e fois consécutive. Il égalerait ainsi le record de Jacques Anquetil. En faisant mieux, le Normand n'avait pas gagné de manière consécutive ces 5 éditions. L'Irlande de Vincennes, c'est une autre histoire. Gérard, maintenant, le loto sportif avec bien des soucis. Le foot, donc, des problèmes, le terrain gelé, beaucoup de compétitions reportées et une grille très difficile. 6 matchs reportés en Division 1, une dizaine en Division 2. En Division 3, il y en a 42. Bref, c'est vrai que ce mauvais temps est une perturbation très grave pour la pratique du sport à l'extérieur. C'est pour ça que la Fédération française et la Ligue vont sans doute dès l'année prochaine instaurer une trêve de 2 mois et demi pour le football entre la fin décembre et la fin février. Mais pour ce loto sportif
de ce week-end, eh bien, il y a eu beaucoup de tirages au sort. Alors, comme je le disais dans Stade 2, c'était beaucoup plus du loto, beaucoup plus de la loterie, du hasard que du vrai football. Je propose un petit coup d'œil une nouvelle fois sur la grille parfaite de ce loto sportif parce que vous nous l'avez réclamé par téléphone, vous avez eu raison. Voici 4 matchs gagnés à l'extérieur avec en particulier un résultat fictif, la Nantes-Brest avec une victoire de Brest au stade de la Beaujoire. Enfin, c'est fictif, hein, ça a été tiré au sort. Donc ça, évidemment, ce sera très difficile à trouver. Et à mon avis, un peu comme la semaine dernière, il n'y aura pas de gagnant avec 16 bons résultats. Et puis, il y a eu 3 matchs nuls. Donc au total, il y a eu 8 matchs tirés au sort. Donc, je vous le rappelle, la règle, c'est tirage au sort le vendredi devant un huissier. Donc, impossible, là, de se tromper. Voilà. Et puis en football encore, avec des buts maintenant venus d'ailleurs, d'Italie, où il était intéressant d'observer le comportement de l'Inter de Milan face à l'AS Roma. Vous savez que l'Inter joue contre Nantes mercredi prochain. Et puis aussi des buts espagnols, 4 buts superbes au cours du match Barcelone-Valladolid, comme dit Alain Vernon, hispanisant et gaucher sur le terrain de football. En avant Alain. Et on commence précisément par un tir croisé du gauche du capitaine de Barcelone, Esteban, qui ouvre le score contre Valladolid qui encaisse 4 buts magnifiques. Le deuxième, encore Esteban, contrôle de la poitrine, reprise de volée, c'est toute la technique du foot. Finesse et force de frappe maintenant. Julio Alberto a des yeux dans le dos, Carrasco peut centrer et Amarilla marque le 3e but. Le 4e enfin, sans doute le plus beau, signé Julio Alberto, encore lui, des 25 mètres cette fois. Barcelone est efficace, même sans son meneur de jeu allemand Schuster. Et puis dans le calcio, 0 pointé pour le Brésilien Cerezo qui manque 2 pénaltys aujourd'hui avec Rome contre l'Inter de Milan. Mais à Rome, qui joue sans Boniek et Pruzzo, il y a Graziani à l'affût de tous les ballons. Graziani a suivi 1-0 à Rome. Petit slalom de Geroline maintenant, une passe pour Cerezo qui manque vraiment de précision, mais Graziani a une qualité, il est partout, 2-0 pour Rome. Et puis l'Inter se réveille, centre de Fana pour Rummenigge, meilleur buteur ce soir du championnat italien. Nantais, attention, il faut surveiller cet homme mercredi. L'Inter a même l'égalisation au bout du pied, c'est Rummenigge qui mène encore l'attaque, mais la barre sauve cette fois Tancredi, le gardien de la Roma. Et les Romains exploitent bien la contre-attaque. Geroline efface Zenga et marque le 3e but. Enfin, on rejoint Turin où la Juve a peiné contre l'Udine. Le premier but de la Juve ressemble à celui d'Esteban espagnol, mais c'est Briacci cette fois qui marque pour la Juve. Et puis coup de froid à Turin, Colombo centre pour Miano. La Juve doit alors marquer pour gagner et implore son sauveur, vous avez deviné, Michel Platini, bien servi par Moreau. La Juve en tête ce soir du calcio. Le tennis maintenant avec un Noah en finale et un Tulane un peu déçu. Il a bien joué pourtant. Oui, c'est vrai Bernard qu'on va terminer ce stade de deuxième avec du tennis. Yannick Noah donc en finale, il s'est qualifié en battant donc Thierry Tulane hier soir dans les demi-finales après un match superbe à la fois des deux. De Tulane ici au service et de Yannick Noah tout à fait au fond là-bas. Une superbe résistance de la part de Thierry Tulane qui va de progrès en progrès et d'un Yannick Noah qui lui aussi est semblant très en forme en ce moment. Noah a gagné 6-2, 6-7, 7-5 et Noah affronte ce soir en finale à partir de 21h heure de Paris le Suédois Joachim Nyström qui lui a éliminé l'Américain Connor 6-4, 6-2. Vous aurez sans doute le résultat de la finale de ce tournoi de la Quinta en Californie. Voilà un mauvais revers, un mauvais retour de Thierry Tulane et une victoire de Yannick Noah. Donc, je disais le résultat de cette finale du tournoi de la Quinta en Californie dans le dernier journal présenté par Pradino et avec une séquence sportive d'Alain Vernon. C'est une à quelle heure 23h20. 23h20, donc le résultat de la finale entre Noah et Nyström. Bien, nous revenons maintenant, merci Gérard, nous revenons maintenant à la politique. Les réactions sont tombées, comme on dit, nous allons maintenant entendre les réactions des principaux leaders politiques, donc au propos de M. Mitterrand, tout à l'heure sur TF1. Je voudrais quand même apporter une précision. La haute autorité a estimé hier que les partis politiques pourraient réagir dans les journaux télévisés à l'intervention donc du président, sans que ces réactions soient comptabilisées dans leur temps de parole sur nos chaînes à la télévision. Mais je pense que je n'ai pas besoin de vous dire que nous n'avons pas attendu son feu vert. Nous avions prévu dès vendredi, je dis bien vendredi, c'est-à-dire dès l'annonce de l'intervention de M. Mitterrand, de faire comme d'habitude Antenne 2 notre métier, notre travail de journaliste, et donc de demander aux hommes politiques de réagir à cette intervention. C'est dans ce cadre que je vous propose d'écouter pour commencer Charles Pasqua, M. Pasqua pour le RPR, M. Pasqua qui lance un appel à son électorat. Nous assistons depuis plusieurs mois à des manœuvres tendant à dénaturer l'esprit de nos institutions.
Refus du scrutin majoritaire, pièce essentielle de la Constitution. Nomination à des postes importants dans l'État d'hommes dont la principale qualité est le service d'une idéologie dépassée. Publication en matière d'économie, de sécurité, d'emploi, de chiffres rassurants au mépris de l'angoisse des chômeurs, de la jeunesse, des victimes. Manipulation de l'opinion à l'aide de sondages condamnés par la commission de contrôle compétente. Enfin, intervention répétée au mépris des usages du président de la République dans la campagne électorale pour essayer de ranimer un parti socialiste défaillant. Trop, c'est trop. Aux Françaises et aux Français, nous disons, ne vous laissez ni impressionner, ni abuser. Restez vigilants et attentifs, comme vous l'avez été lorsque les socialistes ont voulu attenter à la liberté de l'école, à la liberté de la presse, au droit pour les Français en Nouvelle-Calédonie de rester français. Alors l'opposition unie a su faire reculer le pouvoir. L'avenir pour la France, c'est le RPR et l'UDF. Et dans une démocratie, c'est au peuple souverain qu'appartient le dernier mot. Voilà votre réaction maintenant donc à M. Mitterrand, celle de François Léotard. M. Léotard qui parle donc au nom de l'UDF. On savait que le socialisme, c'était pas très efficace. On savait que le socialisme, c'était pas très social. On sait ce soir que le socialisme, ça n'est pas très moral. Car en effet, à 15 jours d'une élection importante, nous sommes dans l'obscurité la plus totale sur le projet qui doit être celui de la future majorité si elle est socialiste, si elle était socialiste. Et le président s'est comparé lui-même à un bon jardinier. Je voudrais que l'on sache qu'un jardinier comme lui, c'est un jardinier qui a d'abord désherbé son terrain. C'est-à-dire qui a semé des contraintes, des tutelles, des autorisations, des règlements. C'est-à-dire qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, sur ce terrain, ne puisse plus pousser des emplois. Et comparer la future majorité, la nôtre, celle que les Français vont choisir, au désordre, c'est une grande mystification. La future majorité apportera en France la volonté de réussir, le droit à la réussite. Et je souhaite tout simplement que nous soyons jugés comme tels et non pas comme la caricature qui a été présentée de nous ce soir. Voilà, ces réactions, je vous le disais, nous arrivent tout juste. Maintenant, la réaction de Claude Estier. Claude Estier qui parle au nom du Parti socialiste. Il a fait justice de ce concert d'hypocrisie des leaders de l'opposition qui oublient complètement comment les prédécesseurs de François Mitterrand sont intervenus non pas à la veille, comme lui, de la campagne officielle, mais au moment de la clôture et après la clôture de cette campagne officielle. Donc je crois que là, il y a vraiment beaucoup d'hypocrisie et le président de la République en a fait justice. Mais pour le reste, il a dit, à mon avis, 4 choses importantes qui sont, non pas des surprises, mais qui méritaient d'être répétées aujourd'hui. D'abord, qu'il soutient la majorité sortante parce que cette majorité sortante a bien travaillé. Deuxièmement, il défend une politique parce qu'il en est le premier responsable. Troisièmement, vous le savez, il l'a répété, il assumera ses responsabilités quoi qu'il advienne et jusqu'au terme de son mandat. Et le dernier point, je crois c'est peut-être le plus important, il craint le désordre s'il y a demain une majorité de combat contre le président de la République. Mais il est un démocrate et il tiendra compte de la majorité sortie des urnes pour nommer le Premier ministre. Voilà, toute dernière réaction, toujours donc à propos de l'intervention de M. Mitterrand tout à l'heure sur TF1, celle de Paul Laurent, au nom du Parti communiste. Une intervention assez pesante du président de la République qui a beaucoup pris un caractère politicien et qui n'a évoqué à aucun moment les problèmes des gens, de leurs difficultés, de leur vie, à mon avis ne modifie pas le sens général de l'élection du 16 mars. Il s'agit d'élections législatives et tous les gens qui souffrent de difficultés, qui sont au chômage, qui se posent des problèmes de pouvoir d'achat, qui s'interrogent sur l'avenir du pays, sur son redressement économique, n'y ont certainement pas trouvé leur compte. Je crois que ceux qui veulent le 16 mars faire échec à la droite, qui veulent affirmer leur volonté d'une autre politique, ils n'ont qu'un moyen de le faire en faisant tout pour rééquilibrer la gauche, c'est-à-dire en votant communiste, en renforçant le parti qui défend, lui, l'emploi, qui s'occupe des intérêts des gens. Et je le répète, il y a encore 15 jours pour travailler à ce succès du vote communiste. Ça me semble encore plus évident après l'émission de ce soir.
Voilà un point complet, donc, d'une part sur l'intervention de M. Mitterrand, d'autre part sur toutes ses réactions dans notre tout dernier journal. Ce sera tout à l'heure avec Bernard Pradino. Mais d'abord, et sans rapport avec la campagne, les résultats et les rapports du tiercé qui se couraient aujourd'hui à Vincennes. 11, 5 et 3 pour l'arrivée de ce tiercé que vous voyez. C'était donc les trotteurs, puisque le sol est gelé, pas de galop. Rapport dans l'ordre pour cette combinaison, 625 francs pour 5 francs. Et rapport dans un ordre différent, toujours pour 5 francs. Petit rapport de 125 francs. Et puis la météo maintenant avec Brigitte Simonetta. Oui, et nous allons nous réjouir du retour du Grand A. Alors le Grand A, comprenez, c'est l'anticyclone. Petit à petit, il va prendre la place de la dépression qu'on voit bien pourtant aujourd'hui sur la photo satellite. Regardons la photo satellite. Dépression qui était située au large de l'Atlantique et la perturbation qui l'accompagnait donnait encore des nuages sur notre pays. Cette dépression va descendre de plus en plus et les nuages vont s'en aller sur l'Atlantique. Mais ça ne peut pas se faire d'une heure à l'autre. Alors il y aura encore des nuages demain sur la carte, regardez. Des nuages mais qui ne donneront pas de précipitations sur le sud-ouest, le sud-est et la Corse. Partout ailleurs, pas de problème, c'est du beau temps. Si, un problème, il va faire froid cette nuit, jusqu'à moins 9 degrés à l'est. Et puis demain, dans l'après-midi, les températures seront encore basses. Température pour demain de moins 1 à plus 7 sur la moitié nord et de 5 à 15 sur la moitié sud. Demain, lundi 3 mars, le soleil se lèvera à 7h31, se couchera à 18h35 et ce sera la Saint-Guénolé. Bien, juste le temps de vous présenter un nouveau journal consacré à la télévision. Le voici, il s'appelle, il s'appelle Télé Loisirs, il est un petit peu brillant, voilà. C'est le tout dernier journal du groupe d'Axel Gans, donc il est en vente à partir de demain. Télé Loisirs, c'est donc le dernier né des journaux de télévision en France. Voilà, d'autres réactions, d'autres commentaires dans le tout dernier journal aux environs de 23h20. Vous avez rendez-vous avec Bernard Pradino. Demain 6h45, Télématin. Et demain soir à 20h, c'est Claude Sérillon qui occupera ce fauteuil. Bonsoir et à la semaine prochaine.